L'automne de 1774 drapait Versailles d'un voile doré, mais derrière les hautes fenêtres de la Galerie des Glaces, Marie-Antoinette sentait peser sur elle tous les regards de la cour. À 19 ans, fraîchement couronnée reine de France, l'archiduchesse d'Autriche découvrait que le trône était un piège de soie et d'or. « Votre Majesté semble préoccupée », murmura Madame de Polignac en s'approchant discrètement. Les autres dames d'honneur bavardaient à quelques pas, leurs éventails dissimulant des sourires malveillants. Marie-Antoinette serra ses mains gantées de dentelle. « Il parle encore, n'est-ce pas? De mes prétendues relations. » Un silence gêné s'installa. Depuis des mois, les pamphlets circulaient sous le manteau, accusant la jeune reine de tous les péchés. Ses soirées prolongées, ses rires éclatants, sa façon de danser jusqu'à l'aube, tout était matière à scandale. « Les jaloux ont toujours existé à Versailles, Majesté, » répondit prudemment Madame de Polignac. « Mais peut-être, faudrait-il être plus prudente dans vos amitiés ?» Le regard de Marie-Antoinette se durcit. Par la fenêtre, elle aperçut Louis XVI traverser la cour d'honneur de sa démarche lourde et hésitante. Même après 4 années de mariage, ils demeuraient des étrangers l'un à l'autre. Comment pouvait-elle expliquer ce vide, cette soif d'affection sincère qui la rongeait? « Prudente », répéta-t-elle amèrement. « Dois-je donc vivre comme une statue de marbre pour satisfaire ces vipères ?» Soudain, un page en livrée dorée s'inclina devant elle. « Majesté, un courrier de l'ambassade de Suède sollicite une audience. Le comte Hans-Axel de Fersen vient d'arriver à Versailles. » Le nom résonna étrangement dans le cœur de Marie-Antoinette. Elle se souvenait de ce jeune homme élégant rencontré lors d'un bal masqué à l'opéra, 3 ans plus tôt. Ses yeux bleus intenses, sa conversation raffinée, et surtout, la façon dont il l'avait regardée. Pas comme une reine, mais comme une femme. « Fersen », murmura-t-elle, et Madame de Polignac remarqua l'éclat particulier qui illuminait soudain le visage de sa souveraine. Les murmures de Versailles allaient bientôt trouver un nouveau prétexte. Mais Marie-Antoinette, prisonnière de ses dorures, était-elle prête à défier le protocole pour goûter enfin à l'amour véritable? Le salon de Madame de Polignac baignait dans la lueur tamisée des bougies lorsque Marie-Antoinette y pénétra, le cœur battant. L'étiquette interdisait à la reine de recevoir seule un gentilhomme étranger, mais cette soirée de novembre 1774 marquait le début d'une transgression qui changerait sa vie à jamais. Hans-Axel de Fersen se leva avec une grâce naturelle. Grand, élancé, vêtu d'un habit de velours noir qui accentuait la noblesse de ses traits, il incarnait tout ce que Louis XVI n'était pas, la passion, l'élégance, la séduction. « Majesté », murmura-t-il en s'inclinant, et sa voix grave fit frémir quelque chose au plus profond de Marie-Antoinette. « Monsieur le comte », répondit-elle, troublée par l'intensité de son regard. « On me dit que vous avez voyagé à travers l'Europe. Racontez-moi vos aventures. » Madame de Polignac et ses invités formaient un cercle respectueux, mais Marie-Antoinette n'avait d'yeux que pour le Suédois. Il parlait de Stockholm, de ses fjords glacés, de la cour de Gustave III, mais ces mots peignaient surtout un monde de liberté que la reine ne connaîtrait jamais. « Et vous, Majesté, êtes-vous heureuse dans ce palais de merveilles ?» osa-t-il demander. Le silence se fit pesant. Une telle question frôlait l'impertinence, mais Marie-Antoinette y lut une sincérité rare dans ce monde de faux-semblants. « Le bonheur. » Elle hésita, consciente des oreilles qui l'écoutaient. « Le bonheur se trouve parfois où on ne l'attend pas, monsieur le comte. » Leurs regards se croisèrent, et dans cette fraction de seconde, quelque chose de puissant et d'interdit naquit entre eux. Fersen comprit qu'il venait de tomber amoureux de la femme la plus inaccessible de France, et Marie-Antoinette découvrait ce que signifiait désirer un homme. La soirée se prolongea jusqu'aux petites heures, rythmée par des conversations à double sens et des silences lourds de promesses. Quand Fersen prit congé, il baisa respectueusement la main de la reine, mais ses lèvres s'attardèrent une seconde de trop. « J'espère avoir le privilège de vous revoir, Majesté, » murmura-t-il. « Les privilèges se méritent, monsieur le comte, » répondit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Après son départ, Marie-Antoinette resta silencieuse, la main encore brûlante de ce baiser qui avait scellé son destin. Madame de Polignac l'observait avec inquiétude. « Majesté, ce gentilhomme est séduisant, certes, mais... » Marie-Antoinette se tourna vers son amie, les yeux brillants d'une flamme nouvelle. « Les murs de Versailles ont des oreilles, et ce comte, il n'est pas français. Les ennemis de votre Majesté pourraient... » « Mes ennemis parleront quoi que je fasse, » trancha Marie-Antoinette. « Pour une fois dans ma vie, je choisirai moi-même mes plaisirs. » Cette nuit-là, seule dans ses appartements, Marie-Antoinette contempla les jardins de Versailles par sa fenêtre. Quelque part dans ce labyrinthe de pouvoir et d'intrigue, un homme venait de faire naître en elle une passion qui pourrait la perdre, ou la sauver.
L'hiver de 1775 transformait Versailles en un théâtre glacé où se jouaient les plus dangereuses comédies. Marie-Antoinette avait trouvé 1000 prétextes pour revoir Fersen. Réception diplomatique, concert privé, promenade dans les jardins sous l'œil complice de Madame de Polignac. « Votre Majesté joue avec le feu », murmurait cette dernière en épiant les regards enflammés que la reine et le comte échangeaient lors d'un bal masqué au Petit Trianon. Marie-Antoinette, dissimulée derrière un loup de velours noir orné de plumes, dansait avec Fersen sous les lustres de cristal. Leurs mains se frôlaient, leur corps s'effleurait au rythme du menuet, et chaque contact était une promesse muette. « Cette mascarade me permet enfin d'être moi-même », avouait-elle à voix basse tandis qu'il s'isolait sur une terrasse. « Et qui êtes-vous vraiment, Majesté ?» demanda Fersen, caressant du regard le visage de la reine à demi dissimulé. « Une femme qui étouffe dans sa cage dorée », répondit-elle avec une sincérité déchirante. « Une femme qui rêve d'être aimée pour elle-même, et non pour sa couronne. » Fersen s'approcha dangereusement. « Vous l'êtes déjà, Marie-Antoinette. Plus que vous ne l'imaginez. » L'usage de son prénom, prononcé avec cet accent suédois qui la faisait frémir, brisa les dernières barrières du protocole. Pour la première fois de sa vie, la reine de France se sentait femme avant tout. Mais leur intimité naissante n'échappait pas à tous. Dans l'ombre des bosquets, la comtesse de Noailles, dame d'honneur réputée pour sa rigidité, observait la scène avec une désapprobation glaciale. Et plus loin, dissimulé derrière une statue, un homme au trait vulgaire griffonnait frénétiquement dans un carnet. Charles Thévenot de Morande, pamphlétaire sans scrupule à la solde des ennemis de la reine. Notre Autrichienne semble avoir trouvé consolation, ricana-t-il en observant le couple à travers sa lorgnette. Voilà qui fera vendre mes libelles. Le lendemain, Marie-Antoinette reçut Fersen dans ses appartements privés, prétextant une leçon de suédois. Seule Madame Campan, sa première femme de chambre, était présente, se tenant discrètement dans l'embrasure de la porte. « Vous prenez des risques énormes », murmura Fersen, debout près de la fenêtre pour préserver les apparences. « Si le roi, si la cour. »« Le roi ne me voit même pas, » répliqua amèrement Marie-Antoinette. « Et la cour me condamne déjà. Alors pourquoi ne pas mériter leurs reproches ?» Elle s'approcha de lui, tremblante d'audace. « Hans, puis-je vous appeler Hans ?»« Marie, » répondit-il simplement, et ce prénom sur ses lèvres sonnait comme une caresse. Ils ne se touchèrent pas, mais leurs âmes communiaient dans un silence vibrant de passion contenue. Dehors, la neige recouvrait les jardins de Versailles d'un manteau immaculé, qui contrastait avec les noirceurs qui se tramaient dans les couloirs du palais. Car déjà, les premiers pamphlets circulaient sous le manteau. Des gravures obscènes montraient une reine aux mœurs dissolues, des vers injurieux salissaient sa réputation. Marie-Antoinette, ivre d'amour naissant, ne mesurait pas encore que chaque regard échangé avec Fersen alimentait la machine infernale qui la broierait. « Nous marchons sur un volcan », avertit Madame Campan ce soir-là, en brossant les cheveux de sa maîtresse. Marie-Antoinette sourit dans le miroir, ses yeux brillants de bonheur et de défi. « Alors dansons sur ces flammes, ma chère Campan. Car pour la première fois de ma vie, je me sens vivante. » Le printemps de 1776 éveillait Versailles dans un parfum de scandale. Les lettres anonymes s'accumulaient sur le bureau du roi, les pamphlets se vendaient jusque sur les marches de Notre-Dame, et le nom de Fersen était sur toutes les lèvres malveillantes de la cour. Marie-Antoinette, pâle mais déterminée, faisait les 100 pas dans le salon de Madame de Polignac. Par les fenêtres ouvertes, elle entendait les murmures des courtisans dans les jardins. « Ils disent que je le retrouve en secret au Petit Trianon », murmurait-elle, les joues en feu. « Que nous nous écrivons des lettres d'amour codées. Que nous sommes amants. » Madame de Polignac échangea un regard inquiet avec Madame Campan. « Majesté, ces rumeurs, ne sont-elles pas partiellement fondées ?» Le silence de Marie-Antoinette valait tous les aveux. Elle pensait à ses rendez-vous secrets dans la grotte artificielle du parc, à ses promenades au clair de lune où leurs mains s'effleuraient, à ce baiser volé une semaine plus tôt, derrière les charmilles du labyrinthe. « Nous n'avons rien fait de déshonorant, » protesta-t-elle. Mais sa voix tremblait, car elle savait que son cœur, lui, avait trahi tous ses devoirs. Un page annonça l'arrivée de Louis XVI. Le roi entra lourdement, son visage poupin marqué par une gêne profonde. Il tenait à la main un libelle particulièrement virulent. « Marie, » commença-t-il de sa voix hésitante, « il faut que nous parlions. » Les dames se retirèrent discrètement, laissant les époux face à face. Louis XVI, qui préférait habituellement fuir les confrontations, semblait accablé par le poids de sa charge. « Ces écrits sur vous et ce gentilhomme suédois. » Il agita le pamphlet. « Ils remettent en question votre honneur, et donc le mien. » Marie-Antoinette redressa la tête avec fierté. « Mon honneur est intact, sire.
Mais puis-je vous demander ce que vous ressentiriez si, marié à un homme qui vous ignore, vous rencontriez quelqu'un qui vous trouve digne d'attention? La cruauté de cette vérité fit tressaillir Louis XVI. Leur mariage, arrangé pour des raisons politiques, n'avait jamais connu l'ombre d'une passion. Le roi balbutia quelques mots d'excuse, mais Marie-Antoinette poursuivit. Hans, le comte de Fersen me parle, m'écoute, me regarde comme une femme. Pouvez-vous en dire autant? Marie. Louis XVI semblait désemparé. Vous êtes la reine de France. Votre devoir? Mon devoir, explosa-t-elle. Toujours mon devoir. Et mon bonheur, qui s'en soucie? Cette même soirée, Marie-Antoinette retrouva Fersen dans le pavillon français, loin des regards indiscrets. Le comte, habituellement maître de lui-même, paraissait tourmenté. Marie, nous devons cesser de nous voir, déclara-t-il d'emblée. Ces libelles, ils vous détruisent. Et moi, je ne puis supporter d'être la cause de votre déshonneur. Mon déshonneur. Marie-Antoinette s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes et de colère. Mon seul déshonneur serait de renoncer au seul bonheur que j'ai jamais connu. Mais à quel prix? Fersen la prit par les épaules, luttant contre l'envie de l'attirer contre lui. Votre couronne, votre réputation, votre avenir. Que vaut une couronne sans amour? Murmura-t-elle en posant sa main sur son cœur. Que vaut un trône si l'on y meurt de solitude? Ils s'embrassèrent alors avec la passion de ceux qui savent leur amour impossible. Un baiser qui scellait leur destin tragique, car dans les buissons alentours, un espion de Morande immortalisait la scène dans sa mémoire. Le lendemain, Versailles bruissait d'une nouvelle rumeur. La reine et son amant avaient été surpris dans une étreinte compromettante. Marie-Antoinette comprit que la guerre était déclarée. Ils veulent ma perte, confia-t-elle à Madame Campan. Soit. Mais ils apprendront que l'amour peut rendre plus forte que la haine. Pourtant, au fond de son cœur, elle pressentait que cette passion magnifique pourrait devenir l'instrument de sa destruction. L'été de 1777 embrasait Versailles d'une chaleur étouffante, mais c'était un autre feu qui consumait Marie-Antoinette. Contrainte à la discrétion absolue, elle avait développé avec Fersen un langage secret fait de regards, de gestes codés et de messages dissimulés dans des livres de poésie. Le comte de Fersen partira bientôt pour l'Amérique, annonça Madame de Polignac en pénétrant dans le boudoir de la reine. Il s'engage auprès de Lafayette pour soutenir les insurgés américains. Marie-Antoinette blêmit. Fersen partir? L'abandonner à sa prison dorée? Quand? Murmura-t-elle. Dans un mois. C'est, peut-être mieux ainsi, Majesté. Mais Marie-Antoinette ne l'entendait pas de cette oreille. Cette nuit-là, bravant tous les protocoles, elle fit porter un message urgent à Fersen. Le rossignol a besoin de chanter sa dernière mélodie. Minuit, dans l'orangerie. Fersen la trouva en larmes parmi les orangers en fleurs. La lune éclairait son visage défait, et jamais elle ne lui avait paru plus belle ni plus fragile. Vous partez, dit-elle simplement. Ce n'était pas une question, mais un constat douloureux. Marie. Il s'approcha, partagé entre l'envie de la consoler et la nécessité de préserver sa réputation. Cette guerre peut me faire oublier, m'éloigner des tentations. Des tentations? Elle se redressa, blessée. Est-ce ainsi que vous nommez ce que nous vivons? Non. Il la prit dans ses bras, enfin. Vous êtes ma passion, ma folie, mon impossible amour. Mais chaque jour que nous passons ensemble vous rapproche de l'abîme. Alors emmenez-moi, supplia-t-elle contre sa poitrine. Emmenez-moi loin de ce palais, de cette cour, de cette vie qui n'est pas la mienne. Fersen caressa ses cheveux défaits. Vous savez que c'est impossible. Vous êtes la reine de France. Je ne veux plus être reine, cria-t-elle. Je veux être femme, votre femme. Ils s'embrassèrent alors avec une passion désespérée, conscients que c'était peut-être la dernière fois. Autour d'eux, les orangers embaumaient la nuit de leurs parfums capiteux, témoins silencieux de cet amour qui défiait les lois du royaume. Mais ils n'étaient pas seuls. Dissimulée derrière une colonne, la comtesse de Noailles observait la scène avec un mélange de réprobation et de satisfaction. Enfin, elle tenait la preuve irréfutable de l'adultère de la reine. Le lendemain, elle sollicita une audience privée avec Louis XVI. Le roi, accablé par les nouvelles preuves de l'infidélité de son épouse, convoqua Marie-Antoinette dans son cabinet de travail. « Madame, commença-t-il avec une solennité inhabituelle, il semblerait que votre conduite ait définitivement franchi les bornes de la décence royale. » Marie-Antoinette, droite et fière malgré son cœur qui se brisait, ne nia pas. « Sire, si aimer sincèrement est un crime, alors je suis coupable. » Cet homme doit quitter la France immédiatement, trancha Louis XVI. Et vous
vous vous retirerez au Petit Trianon jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée. Fort bien, répondit Marie-Antoinette avec une dignité glaciale. Puisque vous me bannissez de votre cœur comme de votre cour, j'accepte cet exil. Cette nuit-là, Fersen vint faire ses adieux. Ils ne se touchèrent pas, mais leurs âmes communièrent dans un silence déchirant. Je reviendrai, promit-il. Quoi qu'il arrive, je reviendrai vers vous. Et moi, je vous attendrai, répondit-elle. Jusqu'à mon dernier souffle. Le comte Hans Axel de Fersen quitta Versailles à l'aube du 15 août 1777, emportant avec lui le cœur de la reine de France. Marie-Antoinette, enfermée dans sa prison de marbre et de soie au Petit Trianon, ne savait pas encore que cette séparation ne faisait qu'attiser la haine de ses ennemis. Car dans l'ombre, Morande et ses complices préparaient déjà le pamphlet le plus dévastateur, Les amours de Marie-Antoinette et de Fersen, un libelle qui ferait trembler les fondations mêmes de la monarchie française. L'amour interdit de la reine était devenu une arme politique. Et cette arme était sur le point de faire couler le sang. 3 années avaient passé depuis le départ de Fersen pour l'Amérique. Marie-Antoinette, désormais mère du dauphin Louis-Joseph, avait tenté d'oublier sa passion dans les plaisirs de la maternité et les fastes de Versailles. Mais en secret, elle comptait les jours, les mois, les saisons qui la séparaient de son amour perdu. L'automne de 1780 apporta enfin la nouvelle qu'elle espérait. Le comte de Fersen était de retour en Europe, auréolé de gloire après ses exploits militaires en Amérique. Il sollicitait humblement la permission de présenter ses respects à leur majesté. Marie-Antoinette, dans son salon du Petit Trianon, serrait convulsivement l'éventail que lui tendait Madame Campan. « Comment est-il » demanda-t-elle, feignant la désinvolture. Le comte paraît-il changé. Il a mûri, majesté, répondit prudemment sa confidente. La guerre l'a marqué. Il semble plus grave, plus résolu. Résolu à quoi? Marie-Antoinette n'osait l'espérer. Leurs lettres, pendant ces 3 années, avaient été rares et prudentes, toujours rédigées sous le couvert de nouvelles diplomatiques ou familiales. Mais entre les lignes, elle avait lu une passion intacte, une fidélité à toute épreuve. La rencontre eut lieu officiellement lors d'une réception diplomatique. Fersen, en grand uniforme, s'inclina respectueusement devant le couple royal. Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Marie-Antoinette, le temps sembla suspendu. « Monsieur le comte, dit-elle d'une voix qu'elle maîtrisait à peine, nous sommes heureux de vous revoir sain et sauf. L'honneur est pour moi, majesté, répondit Fersen. J'ai pensé à la France, et à sa reine, chaque jour de mon exil. Louis XVI, occupé à converser avec l'ambassadeur d'Autriche, ne remarqua pas l'émotion qui vibrait dans ses paroles. Mais la comtesse de Noailles, toujours aux aguets, nota le trouble de sa souveraine. Cette nuit-là, Marie-Antoinette ne parvint pas à fermer l'œil. Elle se promenait dans ses appartements, revivant chaque seconde de ses retrouvailles. Fersen était plus beau encore qu'autrefois, mais elle avait décelé dans son regard une mélancolie nouvelle, peut-être le poids des secrets qu'ils portaient ensemble. 2 semaines plus tard, ils réussirent à se retrouver seuls dans le pavillon de Belvédère. Marie-Antoinette avait prétexté une partie de pêche avec ses dames, mais elle avait semé sa suite dans les méandres du parc. « Hans » murmura-t-elle en le voyant l'attendre près du bassin. « Mon Dieu, comme vous m'avez manqué. » Marie. Il s'avança vers elle, hésitant. « Ces années, ont-elles changé vos sentiments ?» Pour toute réponse, elle se jeta dans ses bras. Ils s'étreignirent avec la fougue de ceux qui ont cru ne jamais se revoir, s'embrassèrent avec la passion de l'amour retrouvé. « Jamais, souffla-t-elle contre ses lèvres. Jamais je ne cesserai de vous aimer. Alors fuyons, dit-il soudain avec une gravité qui la surprit. Marie, fuyons cette cour, ce royaume qui nous déchire. J'ai de l'or, des relations. Nous pourrions vivre libres en Suède, en Angleterre. L'espace d'un instant, Marie-Antoinette caressa ce rêve impossible. Une vie simple, loin des fastes et des contraintes, où elle ne serait que la femme de l'homme qu'elle aimait. Et mes enfants? Murmura-t-elle finalement. Et mon peuple? Votre peuple vous est déjà, répliqua Fersen avec amertume. Ces libelles infâmes, ils font de vous un monstre de débauche. Vous n'avez plus rien à perdre. Mais Marie-Antoinette, malgré son amour, ne pouvait se résoudre à abandonner ses devoirs maternels et royaux. Je ne peux pas, avoua-t-elle en larmes. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Fersen la serra plus fort, comprenant qu'il venait de perdre définitivement la femme qu'il adorait. Ils passèrent cette dernière heure d'intimité à graver dans leur mémoire chaque caresse, chaque murmure, chaque battement de cœur. Car déjà, dans l'ombre du pavillon, un espion griffonnait dans son carnet. Cette fois, les ennemis de Marie-Antoinette tenaient leur revanche. Les pamphlets les plus orduriers allaient déferler sur la France,
préparant l'opinion à la chute de celle qu'on appellerait bientôt l'Autrichienne. Ils nous sépareront encore, prédit Fersen en caressant les cheveux de Marie-Antoinette. Mais rien, jamais, ne pourra détruire ce que nous avons vécu. Il avait raison. Quelques jours plus tard, sous la pression de la cour et des pamphlets qui ressurgissaient, Fersen dut s'éloigner une nouvelle fois de Versailles. Cette fois, Marie-Antoinette comprit que leur amour était non seulement impossible, mais qu'il était devenu l'arme de sa propre destruction. La Révolution grondait aux portes du royaume. Et au cœur de la tourmente, une reine tragique payerait de sa vie le crime d'avoir osé aimer. Août 1792. La monarchie française agonisait dans le sang et les cris de haine. Marie-Antoinette, prisonnière au Temple avec sa famille, avait perdu sa couronne, sa liberté, mais jamais son amour pour Fersen. Dans sa cellule humide, elle serrait contre son cœur un médaillon secret contenant le portrait de l'homme qui avait illuminé sa vie. « Majesté », chuchota Madame Campan, sa fidèle confidente qui avait réussi à la rejoindre une dernière fois, « le comte de Fersen, il est en France. Il tente de vous faire évader. » Les yeux de Marie-Antoinette s'illuminèrent d'un espoir fou. « Hans ? Il est là ? Mais c'est de la folie. Si on le découvre. » « Il risque sa vie pour vous sauver, » confirma Madame Campan. « Demain soir, lors du transfert vers la conciergerie, une voiture vous attendra près du Pont-Neuf. Il sera là. » Marie-Antoinette ferma les yeux, partagée entre l'espoir insensé de retrouver la liberté aux côtés de son amour et l'angoisse de laisser ses enfants. Louis XVII, son fils de 8 ans, dormait dans ses bras, si fragile, si innocent des tourments du monde. Cette nuit-là, elle écrivit une dernière lettre à Fersen, qu'elle confia à Madame Campan. « Mon bien-aimé Hans, si ces lignes vous parviennent, sachez que mon cœur n'a jamais cessé de vous appartenir. Ces années de séparation, cette prison, cette haine qui nous entoure, rien n'a pu ternir l'amour que je vous porte. Vous êtes ma lumière dans cette nuit éternelle, ma force quand tout s'effondre. Si nous devons nous revoir dans l'au-delà, je vous attendrai avec la même passion qu'autrefois dans les jardins de Versailles. Marie-Antoinette, qui fut votre reine et demeure votre femme pour l'éternité. » Le lendemain, tandis qu'on la menait vers son nouveau cachot de la conciergerie, Marie-Antoinette scruta désespérément la foule hostile qui l'insultait. Quelque part dans cette mer de visages haineux, elle cherchait les yeux bleus de son amour. Mais les gardes avaient changé d'itinéraire au dernier moment. Fersen, embusqué près du Pont-Neuf avec ses complices, attendit en vain celle qu'il était venu sauver. 3 mois plus tard, dans sa cellule glacée de la conciergerie, Marie-Antoinette apprit par un gardien compatissant que Fersen avait tenté plusieurs fois de la faire évader. « Ce Suédois, il a remué ciel et terre pour vous, » murmurait l'homme. « Il a soudoyé des juges, organisé des complots. Mais tout a échoué. » Marie-Antoinette sourit à travers ses larmes. Même dans l'ombre de l'échafaud, Hans continuait de l'aimer, de se battre pour elle. Cette pensée réchauffait son cœur plus que n'importe quel brasero. Le 14 octobre 1793, on lui lut sa sentence de mort. Marie-Antoinette écouta sans frémir, mais une seule pensée l'obsédait, revoir Fersen une dernière fois. Elle supplia ses gardiens, offrit ses derniers bijoux cachés, mais en vain. L'amour de sa vie resterait à jamais hors de portée. La nuit précédant son exécution, elle rédigea une dernière pensée pour lui sur un morceau de tissu déchiré. « Hans, mon éternel amour, quand l'aube se lèvera, je marcherai vers mon destin la tête haute, car j'aurai vécu le plus beau des amours. Nos corps seront séparés, mais nos âmes danseront ensemble pour l'éternité dans les jardins célestes. Je vous aime au-delà de la mort. Votre mari. » À l'aube du 16 octobre, Marie-Antoinette monta sur l'échafaud avec la dignité d'une reine. Dans la foule anonyme, dissimulée sous une cape, Fersen pleurait en silence l'amour de sa vie. Il avait tout tenté, tout risqué, mais le destin était plus fort que leur passion. Quand la lame de la guillotine tomba, Fersen sentit son cœur se briser définitivement. Il quitta Paris le soir même, emportant avec lui les lettres de Marie-Antoinette et la promesse de chérir sa mémoire jusqu'à son dernier souffle. Des années plus tard, devenu vieux et amer, Fersen confia à son journal « Marie-Antoinette fut la seule femme que j'ai jamais aimée. Ils l'ont tuée, mais ils n'ont pas pu tuer notre amour. Dans chaque lever de soleil, dans chaque rose qui fleurit, je la retrouve. Elle était ma reine, ma passion, mon éternité. » En 1810, 20 ans après la mort de Marie-Antoinette, Fersen fut lynché par une foule en Suède lors d'émeutes politiques. Ses derniers mots furent pour celle qui avait illuminé sa vie « Marie, enfin, nous allons danser à nouveau. » Ainsi s'acheva l'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire de France. Un amour interdit qui avait défié les conventions, bravé les scandales et survécu à la mort même. Marie-Antoinette et Fersen avaient prouvé que certains sentiments transcendent les époques, les révolutions et les tragédies humaines.
Leur passion, née dans les fastes de Versailles et consumée dans les flammes de la Révolution, demeure aujourd'hui encore le symbole de l'amour véritable face à l'adversité. Car si les couronnes se brisent et les trônes s'effondrent, l'amour sincère, lui, défie l'éternité.